Il est l'heure des informations. Merci de nous choisir. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Les épreuves d'examen d'entrée en 7e année ont été officiellement lancées ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Nos reporters ont sillonné certains centres d'examen de la capitale pour assister au lancement de la première épreuve. Le directeur général de Canal+ Zone Afrique est en Guinée. Il est arrivé ce lundi pour assister, comme prévu, à la cérémonie du lancement officiel du groupe de presse Évasion Guinée dans le bouquet Canal+. L'événement est prévu demain mardi à la Blue Zone de Kaloum. Enfin, une partie d'un immeuble s'est écroulée ce lundi à la Camayenne. Pas de perte en vue humaine, mais on dénombre quelques blessés. Vous aurez le détail dans cette édition. Tout d'abord, lancement ce lundi des examens nationaux session 2015 sur toute l'étendue du territoire national. Dans la commune de Dixine, c'est la ministre des Sports qui a procédé au lancement des épreuves. Bernard Koundouno pour les précisions. C'est le centre Josie Broz Tito de la Bellevue qui a servi de cadre au lancement des épreuves de l'examen d'entrée en 7e année ce lundi dans la commune de Dixine. Accompagnée d'une forte délégation, la ministre des Sports a procédé à l'ouverture de la première enveloppe dans la salle 6. Ceci après des vérifications par quelques élèves. C'est bien fermé. Mon garçon, tiens, tu regardes aussi. Il n'y a pas de trou. Après le lancement du sujet de rédaction, Domani Doré a prodigué des sages conseils aux candidats. Nous remercions en votre nom vos enseignants qui ont fait de leur mieux pour qu'aujourd'hui vous soyez en mesure de confirmer qu'ils ont été de bons enseignants. Ça ne sert à rien de copier. Copier, c'est pour ceux qui ne savent pas où ils veulent aller. Vous êtes très jeunes, vous avez un long chemin à parcourir, mais le plus important, c'est que vous commenciez bien. Si vous ratez votre cursus à ce niveau, ne vous attendez pas à être de bons étudiants, ne vous attendez pas à être de bons administrateurs ou des enseignants demain. La commune de Dixine a à son compte 3290 candidats, dont 1405 filles réparties dans 10 centres. La représentante du ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation se félicite de la bonne organisation de l'examen. Nous avons vu que tout est dans l'ordre, l'organisation est impeccable. Maintenant, les épreuves ont été lancées. Je crois que c'est aux élèves maintenant de jouer leur partition. La réussite de ces examens, placés sur le signe renouvelé tolérance zéro en cette période d'épidémie, est un pari gagné par le ministère de tutelle, a ajouté Domani Doré. Le slogan, il est resté de mise et heureusement que le slogan a été mis en pratique et que la réalité nous a donné raison que oui, on aurait pu ouvrir les classes, oui, on peut avoir une année scolaire sans Ebola. C'est pourquoi je dis que le plus important, ce n'est pas les examens que nous sommes en train de passer, mais d'où nous venons pour obtenir des examens qui s'organisent dans un climat de zéro Ebola. La deuxième étape des examens nationaux sera le BEPC qui débutera le lundi 27 juillet prochain sur toute l'étendue du territoire national. Eh bien, à Ratoma, ils sont 20 915 candidats, dont 10 688 filles affronté cet examen. Dans cette commune, c'est le secrétaire général du ministère de la Communication qui a procédé au lancement de cette évaluation. Reportage signé Ninomo Baldé. Le coup d'envoi des examens de fin d'année a été officiellement lancé ce lundi. Ces examens ont débuté par les tout-petits de la 6e année. Dans la commune de Ratoma, ils sont au total 20 915 candidats, dont 10 688 filles à faire face à cet examen. Dans cette commune, le collège Kipé a été choisi pour le lancement des épreuves. Ce centre abrite 520 candidats répartis dans 18 salles. Accompagné du maire de la commune de Ratoma, le secrétaire général du ministère de la Communication, qui a procédé au lancement de la première épreuve, a souhaité bonne chance aux candidats. Nous sommes ici en tant que parents, en tant qu'encadreurs, mais aussi en tant qu'enseignants. Nous souhaitons réussite à tout le monde et nous sommes sûrs que vous passerez tous à cet examen. Les surveillants, nous vous demandons d'être sérieux. Si vous êtes sérieux, les enfants seront sérieux avec vous. Je vous félicite tous, vous aussi les superviseurs, les directeurs, les élèves, nous sommes avec vous. Le directeur communal de la DCE de Ratoma revient sur les statistiques. Ici à Ratoma, je voudrais que nous avons 20 915 candidats, dont 10 688 filles, repartis dans 55 centres, c'est-à-dire les centres qui quittent de Amdallah jusqu'à
jusqu'à la cimenterie là-bas. Sur ce, les candidats disent être prêts à affronter les épreuves. Quand on est dans une salle d'examen, comme le maître nous a dit, nous devons considérer nos surveillants comme nos pères et nos grands frères aussi, et nos oncles. Donc je me sens ce matin à l'aise d'abord, parce que je suis prête. Pour le respect du slogan Tolérance Zéro, les téléphones portables sont formellement interdits dans les centres. Non mais on prend un enfant avec un portable, mais on te remercie, purement et simplement. Surtout regardez aujourd'hui avec les tout petits enfants là. Et quand tu fais ça à un enfant, deux enfants, ça va traumatiser les enfants. Le plus tôt, j'en appelle à la conscience de tous les parents d'élèves, avant que l'enfant ne quitte la maison, dites-le de laisser le portable à la maison. Quant à la commune de Matam, précisément au lycée 1er mars, autrement appelé lycée Matam, c'est la ministre de l'Agriculture qui a lancé la première épreuve portant sur la rédaction. Cet établissement scolaire accueille 380 candidats. Mofali Dujal. C'est dans la salle 9 du lycée 1er mars de Matam que la petite Mawasila a ouvert l'enveloppe contenant l'épreuve de rédaction. Le sujet porte sur les activités menées par les élèves au cours de la fête de Tabaski. Dans cette salle composée à majorité de filles, les candidates sont réconfortées par la ministre de l'Agriculture venue lancer l'épreuve. Pourquoi vous allez réussir? Parce que vous avez travaillé pendant toute l'année scolaire. Et parce qu'aujourd'hui, personne ne va tricher, n'est-ce pas? Oui. Personne ne va se tourner pour demander la réponse à côté, n'est-ce pas? Oui. Vous allez réfléchir, vous allez rester très calme et vous allez écrire ce que vous avez appris pendant toute l'année, n'est-ce pas? Oui. Les correcteurs, ils ne sont pas méchants. Et ils savent qu'aujourd'hui c'est un grand jour, mais ils savent que vous avez travaillé dur pendant toute l'année scolaire. Donc ils seront tolérants, n'est-ce pas? Oui. Alors donnez tout ce que vous savez aujourd'hui. Et je sais que dans quelques semaines, ça sera la fête à la maison. Jacqueline Marthe Sultan a aussi exhorté les filles à poursuivre leurs études et à aller au bout de leurs efforts. Vous allez me promettre de poursuivre vos études le plus loin possible et que chacune d'entre vous continue à rêver et à faire que son rêve devienne une réalité. Celles qui veulent conduire un avion, eh ben, elles vont le faire. Celles qui veulent être docteurs, elles peuvent le faire. Celles qui veulent être ministres aussi, pourquoi pas? Et celles qui veulent même être président de la République, pourquoi pas? Ayez de grandes ambitions, d'accord? N'ayez peur de rien, n'ayez peur de rien. Et le savoir va vous ouvrir toutes les portes de ce monde-là. On est d'accord? Oui. Au lycée 1er mars, 380 candidats sont inscrits, dont 178 garçons et 200 filles. Les autorités de l'école promettent que la discipline sera de rigueur et les résultats disponibles dans les brefs délais. Cette année, nous avons dit qu'à la fin de chaque examen, le résultat doit être automatiquement proclamé. Donc les commissions vont travailler parallèlement, la commission de correction, la commission de secrétariat, tous vont travailler pour que, avant le deuxième, pour qu'on ait très tôt les résultats. Cette fois-ci, les résultats ne doivent pas être accumulés, entrer en 7e, BEPC, BAC. En cette année spéciale, à cause du virus Ebola, des kits de lavage des mains sont visibles dans la cour de cet établissement. Dans la commune de Kaloum, la première journée des épreuves de l'examen d'entrée en 7e année s'est bien passée au centre de Tombo 1. Par exemple, les épreuves de cette journée se sont déroulées dans les normes. Aucune fausse note n'a en tout cas été enregistrée. Nabi Kamara était ce matin. Suivez son constat. C'est ce lundi matin que l'examen d'entrée en 7e année session 2015 a démarré sur toute l'étendue du territoire national. Au centre Tombo 1, dans la commune de Kaloum, la première journée de l'examen consacrée aux épreuves de rédaction et de géographie n'a pas connu d'anomalie. Les épreuves se déroulent convenablement. Depuis ce matin, il y a presque l'engouement, les enfants y sont. Lors d'hier, vous avez vu la discipline plus la propriété même de la cour. Les cahiers d'examen qui constituaient un casse-tête pour les responsables de ces centres l'année dernière ont été parfaitement maîtrisés par les candidats cette année. Le problème de feuilles d'examen, communément appelé chez nous ici les cahiers de réponse, qui pouvaient constituer ici un handicap. Mais nous avons été surpris que les enfants comprenaient parfaitement ces cahiers aujourd'hui. La preuve, c'est que depuis le début jusqu'ici, ils n'ont pas eu une seule feuille annulée. Non. Du côté des services sanitaires, aucun cas de maladie n'a été enregistré lors de cette première journée. Aujourd'hui, ce matin, on n'a pas eu de cas de maladie d'abord.
Deuxième épreuve aussi, on attend, mais on n'a pas eu de cas. Première épreuve, non. Deuxième épreuve, non. Cette année, ils sont 186 311 candidats, dont 80 260 filles, à affronter l'examen d'entrée en 7e année sur toute l'étendue du territoire national. La deuxième journée de l'examen d'entrée en 7e année va se poursuivre demain mardi. Les candidats auront à faire avec les épreuves de dictée-question, des sciences d'observation et d'instruction civique et morale. Autre registre de l'actualité, Georges J-1 pour le lancement officiel du groupe de médias Évasion en Guinée sur le bouquet Canal+. L'événement est prévu demain mardi à la zone de Kaloum. Le DG de Canal+, Zone Afrique, n'a pas voulu se faire compter l'événement. Il est arrivé à Conakry ce lundi soir aux environs de 17h à l'aéroport Bessia. L'attendait notre équipe de reporters Abdourahmane Ba, Sidiki Bangoura. David Mignot, directeur général de Canal+ Afrique, est un habitué de la Guinée. Mais cette fois-ci, il y vient pour un événement très spécial, le lancement officiel du groupe de presse Évasion Guinée sur le bouquet Canal+. D'abord, je suis ravi de revenir en Guinée, Et puis, je viens parce qu'on lance plein de nouvelles choses pour nos abonnés. C'est une de nos habitudes. Et en particulier, en Guinée, je suis ravi d'accueillir une grande chaîne du pays, la vôtre, la chaîne Évasion TV, sur notre bouquet dès demain, en fait. L'hébergement de ce groupe de médias sur le bouquet Canal+ a une importance mutuelle pour les deux groupes. La chaîne Évasion va bénéficier d'une couverture à 100% dans tout le pays et à l'international, et à Canal+ d'enregistrer plus de clients en vendant la chaîne partout dans le monde. Pour la chaîne, il y a deux éléments importants. Le premier, c'est que c'est la garantie d'une couverture à 100% du territoire de la République de Guinée, puisque comme vous le savez, on utilise une technologie par satellite qui permet d'être reçu absolument partout dans le pays. Le deuxième élément, c'est que comme je le disais à l'instant, il y a un certain nombre de gens de Guinée, de Guinéens qui vivent en dehors de la Guinée, qui vivent dans tous les pays de la sous-région, et pour eux, ça sera une joie de retrouver leur chaîne, quel que soit l'endroit où ils vivent dans la sous-région Afrique. Déjà, David Mignot dit avoir constaté un grand intérêt dans la sous-région, notamment au Sénégal. On a des équipes dans quasiment tous les pays de la sous-région, on a des partenaires, je suis ici avec le directeur général de Satelcom qui est venu m'accueillir, je le remercie, et eux savent nous dire dans chacun des pays quels sont les programmes qu'on doit absolument rajouter sur notre antenne. Votre chaîne est très attendue, elle est également attendue au Sénégal où j'étais il y a 15 jours, où il y a beaucoup de gens de Guinée qui vivent et qui attendent la chaîne avec impatience. Le lancement officiel du groupe de médias Évasion Guinée sur le bouquet Canal+, c'est pour ce mardi 21 juillet 2015 à la Blue Zone de Kaloum, où une centaine d'officiels est attendue. Parlons santé à présent des médicaments de prévention pour les enfants défavorisés. C'est un don du distributeur de produits pharmaceutiques Laborex Guinée. Le matériel d'une valeur d'environ 500 millions de francs guinéens a été remis ce lundi au médiateur national des enfants Mamadi de Condé, Manian Condé. Le médiateur national des enfants a demandé, Laborex Guinée a réagi. Le grossiste répartisseur de produits pharmaceutiques offre une importante quantité de médicaments préventifs. À travers ce geste, il accompagne le médiateur national des enfants dans ses efforts de protection de cette couche vulnérable. De par sa nature, ces produits sont destinés aux enfants défavorisés. Il y a différents types de produits, des produits de pathologies diverses, de diarrhée, qu'on peut trouver notamment dans des milieux d'incarcération, des antibiotiques. Il y a des produits aussi notamment dans le cadre d'Ebola, puisque vous savez qu'on est dans une période encore où malheureusement on connaît où le virus sévit. La Guinée, qui a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant, vient de finir les festivités du mois des tout-petits. Toute action qui concourt à la protection de l'enfant est saluée par le médiateur. Nos enfants aujourd'hui sont l'avenir de demain. Dans ce monde qui nous divise, les enfants peuvent nous unir. C'est pourquoi un geste estimé aujourd'hui à l'endroit des couches défavorisées est salutaire. Je voudrais très sincèrement remercier le donateur Laborex Guinée et inviter les autres structures publiques, mixtes et privées d'emboîter le pas de Laborex Guinée. Tous les enfants ont droit aux services de santé appropriés et sans la santé, rien n'est possible. C'est pourquoi la ministre de l'Action sociale mesure la portée du don de Laborex Guinée.
Nous avons vu avec le virus Ebola combien de fois la santé est importante. Quand la santé est menacée, c'est l'économie qui s'endort. Quand la santé est menacée, c'est la solidarité qui s'ébrise. Et l'Ebola nous a prouvé cela. Donc, contribuer pour améliorer la santé des enfants, qui sont le devenir de notre nation, c'est vraiment solliciter ou souhaiter avoir une nation émergente qui est le souhait de tout bon Guinéen aujourd'hui. La valeur du don est estimée à environ 500 millions de francs guinéens. Bientôt, le médiateur national des enfants procédera à la livraison des produits aux ayants droit. Toujours dans l'actualité à Caen, le procès des officiers supérieurs de l'armée guinéenne détenus dans l'affaire du 19 juillet 2012. L'Observatoire africain des droits humains basé à Conakry brise le silence. L'Organisation de défense des droits de l'homme exige la libération sans délai de 5 officiers. Ils seraient illégalement détenus dans des conditions qui laissent à désirer, selon le président de l'Observatoire africain des droits humains, Mamadi Leno, est au micro de Mfali Guilapouki. Il y a le général Noucham, Kaba Kondé, le lieutenant Kemo Kamara, le colonel Sad Gallo et le lieutenant Kemo Kaba qui croupissent en prison depuis 2011. Nous demandons à notre justice, nous demandons à cette réforme, si elle est engagée dans la construction d'une justice citoyenne, mais elle oublie qu'elle est en train d'entretenir une injustice quelque part. Et cette injustice n'est rien d'autre que la détention de ces 5 officiers de l'armée guinéenne est une détention arbitraire et nous demandons leur libération pure et simple. Dans la mesure où on nous a fait comprendre que la mise en place de la justice militaire aurait pour mission de s'en occuper des infractions militaires. Mais depuis combien de mois cette justice militaire est instituée et on ne sait pas pourquoi ce silence, on ne sait pas pourquoi jusqu'à présent elle ne fonctionne pas. Et nous demandons au ministre de la Justice en personne d'intervenir. Nous avons adressé plus de 5 courriers. La présidence a reçu un courrier, le ministère de la Justice a reçu un courrier, les droits de l'homme ont reçu un courrier, l'Assemblée nationale a reçu un courrier, la primature, même les ambassades, certaines ambassades ont reçu les courriers. Silence de cimetière. Personne ne veut se prononcer sur le cas de ces 5 officiers de l'armée guinéenne. Sur le plan politique à présent, Malik Sanko, président du CRAC, a achevé dimanche sa tournée de prise de contact avec les mouvements de soutien au chef de l'État. Le CRAC veut une synergie d'action entre ces différents mouvements de la capitale. Dernière étape, les communes de Kaloum et de Matoto. Mamadi de Kondé. À Kaloum, Malik Sankon a porté ce message, que les mouvements de soutien à Alpha Condé créent leur coordination, forment leurs délégués électoraux et mènent une campagne de proximité. Ce travail pédagogique devrait permettre aux partis au pouvoir de réélire le président Alpha Condé pour un second mandat. La démarche semble comprise par les chefs de quartier de Kaloum. Nous sommes 100% Alpha Condé, ça on vous le dit. Nous sommes très d'accord et nous sommes là pour ça. Nous sommes en train d'organiser la jeunesse, les femmes, les notables, pour que cette fois-ci, en premier lieu, qu'il a les 85%. Devant les mouvements de soutien à Matoto, le président du CRAC a véhiculé le même message. Cette commune comprend à ce jour 147 mouvements de soutien. Son enjeu est stratégique. Et Matoto est tellement important que nous avons plus de 500 000 électeurs dans cette zone. Donc, nous nous devons de tout faire pour obtenir les 3/4 de l'électorat de Matoto. Et Inch'Allah, on se battra pour ça. Et comme je l'ai dit ailleurs, la campagne, c'est le terrain. Ce n'est pas les slogans, ce n'est pas la mamaya. Pour la réélection d'Alpha Condé, Malik Sankon demande un travail de fond. Outre cette approche, le bilan du président Alpha Condé est un atout aux yeux du président de la délégation spéciale de Matoto. Notre rôle sera, n'est-ce pas, de baliser le terrain, de faire en sorte que tous les acteurs parlent le même langage. En 2010, quand Alpha Condé venait, il ne pouvait pas dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais en 2015, des actes sont posés, concrets et réels. Nous nous baserons, nous nous appuierons sur tout ce qui a été fait pour faire la campagne. La délégation du CRAC avait déjà sillonné les communes de Matam, Dixine et Ratoma. La présidentielle, c'est dans 3 mois et qui va loin ménage sa monture. Un
vote sans violence avant et après la présidentielle du 11 octobre prochain à Kékétou et à Kissidougou. C'est l'objectif que s'est fixé. Les fils ressortissants de ces deux préfectures vivant à Conakry pour y parvenir. Ils ont planché sur le sujet au cours d'une réunion dimanche présidée par le ministre du Commerce, parrain de la préfecture de Kékétou, Faldi Guilavouki. Les coordinations préfectorales des ressortissants de Kékétou et de Kissidougou lancent le temps. Elles tiennent au déroulement de la campagne électorale et du scrutin présidentiel du 11 octobre prochain sans violence. D'où la tenue de cette réunion consacrée à la situation sociopolitique dans les deux préfectures. C'est le ministre du Commerce, parrain de la préfecture de Kékétou, qui pilote cette action. Nous interpellons tous les ressortissants de s'y mettre, que chacun prenne ses responsabilités, que ces élections se passent dans la paix et dans la quiétude. Et que, comme vous le savez, Kékétou étant maintenant un fief du pouvoir et du parti au pouvoir de RPG arc-en-ciel, que les résultats ressortent cette réalité des faits. Les deux coordinations de la région forestière décident de voter utile à la présidentielle du 11 octobre prochain pour plusieurs raisons. Le président qui a tenu à sa parole s'est investi dans le cadre de la construction de ces chantiers-là. Et Kékétou et Kissidougou, nous sommes vraiment de son côté, nous le soutenons et nous nous battons par rapport à cela sur le terrain. Il a parlé de réhabilitation de la villa Sili, la villa des hôtes. Il a parlé de la construction du stade préfectoral, de la réhabilitation de la maison des jeunes. Il a parlé aussi de la construction du barrage hydroélectrique de Keno et aussi d'un projet agricole pour l'aménagement des bas-fonds. Et je crois que c'est des actions très sûres. Il a annoncé aussi l'octroi d'1 milliard aux femmes en termes de microcrédit. Pour concrétiser cette action politique, les deux coordinations pourraient se rendre sous peu à Kékétou et à Kissidougou afin, disent-elles, de concrétiser leur initiative. L'objectif sera d'inviter les habitants des deux préfectures de la région forestière à faire la campagne électorale et le vote du 11 octobre prochain sans violence. Autre grande titre de ce journal, c'est cet incident qui s'est produit ce lundi dans le quartier Kamayen. Une partie d'un immeuble qui appartiendrait à l'État s'est écroulée. Plus de peur que de mal, 3 personnes ont été grièvement blessées. Néné Mobile Diété, voici son compte rendu. Il y a eu plus de peur que de mal. Ce bâtiment s'est écroulé sans faire de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont considérables. Cet immeuble R+1 appartiendrait à l'État guinéen. Ousmane Kaba, en fonction au patrimoine bâti public, revient sur les circonstances du drame. Bon, on a appris ce matin, comme tous les Conakryens, qu'on a un bâtiment à Kamayen qui s'est effondré. Mais Dieu merci, il n'y a pas eu de mort. Il y a eu seulement que 3 blessés légers que nous avons évacués à l'hôpital d'Onka. Les journalistes venus enquêter sur les circonstances de cet effondrement ont été pris à partie par des forces de sécurité. Hadjanga Sissoko, l'une des riveraines, s'adresse à l'État en ces termes. Nous vivons dans cet immeuble très délabré. Regardez tout ce monde-là. Et chaque mois, nous payons la facture à l'État. Mais malgré tout, la situation laisse à désirer. On n'a pas où aller. Il faut nous aider. Cet immeuble, construit depuis le temps colonial, est en état de délabrement très poussé. Ici, vivent des centaines de citoyens guinéens sous l'œil indifférent des autorités centrales. Suite à la recrudescence des accidents de la circulation provoqués par des camions gros porteurs, l'Union des transporteurs du port autonome de Conakry vient de prendre de nouvelles mesures pour s'assurer du meilleur état des gros porteurs, rajoutant que la décision sur l'interdiction aux gros porteurs à circuler dans la capitale la journée peine toujours à être appliquée. Mori et Sidibé. L'accident tragique survenu la fois dernière à Komandaya reste encore gravé dans la mémoire des citoyens de la capitale.
C'est pourquoi l'Union des transporteurs du port autonome de Conakry vient de prendre de nouvelles mesures pour éviter qu'un tel drame ne se répète. Tout camion maintenant qui ne remplisse pas les normes, qui n'a pas de bons pneus, qui n'a pas de frein, qui ne démarre pas, on n'accepte plus maintenant qu'il rentre au port. Parce que nous, on a peur toujours. Quand un camion ne fait pas l'accident, nous, on a la paix. La décision interdisant la circulation des gros porteurs dans la capitale pendant la journée peine toujours à être appliquée aux camions qui transportent la farine, le riz, le sucre et le ciment. Selon Fodé Touré, l'application de cette mesure va entraîner la paralysie des activités au port autonome de Conakry. Il y a des marchandises aussi qui circulent, rien que la journée. Les marchandises qu'on embarque dans les véhicules, là où ils déchargent, il y a l'obscurité totale, il n'y a pas de lumière là-bas. Donc il faut, dans la journée, ils déchargent les camions. Donc ils ne s'arrêtent pas. Quand on dit que les sachets aussi n'ont qu'à s'arrêter, pendant la journée, ils ne circulent pas, le port va s'arrêter. Et quand le port s'arrête en une seule journée, les bateaux vont prendre la Surassari. Et la Surassari, là, c'est une perte pour la Guinée. Donc c'est pourquoi les gros porteurs de la sacherie ne s'arrêtent pas. Mais les gros porteurs de parcs conteneurs, ils s'arrêtent. Je ne parle pas de cas exceptionnels. Depuis sa mise en place, l'Union des transporteurs du port autonome de Conakry ne reçoit aucune subvention de l'État. Une situation qui pose assez de difficultés aux transporteurs selon Fodé Touré. Aux États-Unis, dans l'année, l'État subventionne 7 milliards de dollars. Le transport seulement, le transport urbain et le transport marchandise. Mais depuis que nous, on a commencé à transporter au port, l'État n'a rien fait pour nous. On se débrouille comme ça. Le peu de transport qu'on nous donne, non seulement c'est insignifiant, mais ça ne peut pas nous permettre à acheter des camions de 200 ou 300 millions. On ne peut pas parce qu'on ne gagne pas de l'argent là. L'État devrait trouver une solution définitive à la circulation des gros porteurs à Conakry, surtout quand on sait que le nombre de victimes augmente chaque jour. Bouclons ce journal avec la page noire. La presse guinéenne est en deuil. Le groupe de presse Adafou Média a perdu samedi dernier un de ses cadres. Michel Tolno est décédé des suites d'un accident de la circulation alors qu'il se rendait à un reportage. Mfali Gilavouki. L'information a foudroyé le monde de la presse en Guinée. Au domicile du défunt Michel, les collègues de service, les amis et parents sont inconsolables. Michel, c'est un ami d'enfance. On a grandi ensemble. On a fait tout ensemble. On était logés encore dans le même quartier. Même ça fait pas une semaine de cela, notre ami PV est venu. Michel, moi et PV, on était tous ensemble. J'ai dit à Michel, je ferai tout possible pour connaître cette histoire. J'ai dit, mais après le mois de carême, là, je pourrais dire à madame de faire tobogui pour moi. À mon fort étonnement, aujourd'hui, on m'appelle que Michel est mort. Michel est décédé. Les mots me manquent vraiment. Michel était un cadre rompu à la tâche, discipliné et passionné pour son métier. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il a fait un accident alors qu'il se rendait à un reportage vendredi, jour de fête de l'Aïd el-Fitr. Au-delà de perdre un collègue, on a perdu une personne irremplaçable. Humainement, Michel est irremplaçable. Chacun de nous ici a une histoire avec Michel. Encore une fois, il nous a appris l'amour, il nous a appris le professionnalisme. Il nous laisse un vide que nous n'allons jamais combler. Moi, je suis tellement dépassé, je ne sais pas, mais ça me surprend. Ça me surprend parce que personne ne s'attendait à ce qu'un jeune comme Michel, dynamique, un jeune vraiment dévoué, qui aime son travail, un jeune qui est vraiment assidu, très respectueux, puisse quitter de cette façon tragique. C'est vraiment cruel, cette mort de Michel. Michel Tolno s'en est allé à jamais, laissant derrière lui une femme et 2 enfants. Il recevra tous les honneurs vendredi prochain, jour de son enterrement. Ainsi va la vie, repose en paix. Michel Tolno, sur ce prend fin ce journal qui vous a été présenté par toute l'équipe technique et rédactionnelle du groupe Évasion Guinée. N'oubliez surtout pas, à partir de demain, vous pourrez nous suivre partout dans le monde sur le bouquet Canal+. Merci à tous.